Je me présente Michel Labrèche, je suis président. Oh, ça va? Je me présente Michel Labrèche, je suis président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Si je monte ma table, ça va varier. Je vais vous présenter les membres du conseil qui siègent ce soir. Donc, à votre gauche, à ma droite, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté. M. Francesco Miele, qui est conseiller de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. M. Édouard Janizewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère d'arrondissement à Montréal dans l'arrondissement. Ah, c'est vrai, Mme Ricourt a dû quitter pour des raisons personnelles à la dernière minute, donc elle s'excuse de son absence. M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Mme Sylvie Tremblay, qui est secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques et qui assume la direction générale par intérim. Là, M. Devin est dans une réunion des directeurs généraux des sociétés de transport public d'Amérique. Oui? À l'American Public Transport Association. M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la STM, il est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle jeunesse au conseil d'administration. C'est le seul poste au Québec au conseil d'administration d'une société publique où il y a un membre qui représente la clientèle jeunesse. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller d'arrondissement dans l'arrondissement de la Chine. Monsieur Christian Portelance, qui est le secrétaire général adjoint de la corporation. Mme Danielle Porret, qui est l'assistante au secrétariat. Comme j'ai pris l'habitude de le faire avant de débuter la période de questions, je vous donne un peu de nouvelles entre deux conseils. Je rappelle aux gens dans la salle que nous sommes en web diffusion depuis presque une année. Et donc, les interventions que vous faites au micro sont web diffusées. Je le rappelle également pour les membres du conseil d'administration. On a une petite pancarte ici. Je vais vous donner depuis le conseil de décembre. Nous avons annoncé un achalandage record et historique en 2011. Et c'est particulier parce qu'il datait de... On va rappeler à tous les gens dans la salle et aux membres du conseil de... Ça coûte cher, ça. Il y a un pote pour ça qui va... Donc, nous avons dépassé l'achalandage qui datait de 1947 et qui est de plus de 405 millions, un accroissement de près de 4 % cette année. Nous avons atteint, au cours des 5 dernières années, dans le cadre du programme de relance du transport collectif, plus de 11 % d'achalandage. Pour la STM, là, on parle de plus de 40 millions de déplacements. C'est beaucoup de monde. Et ça témoigne, dans le fond, de toute une histoire où, après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les ménages montréalais se sont motorisés. La structure autoroutière a été mise en place, les banlieues se sont construites et on a eu un long déclin. On est passé de près de 400 millions à 250 millions. Et ça a pris la construction du métro en 66, puis en 76 pour l'Expo. L'arrivée de la carte CAM a été un très gros boom parce qu'on venait de donner un titre illimité mensuel aux gens, fait qu'ils prenaient plus. Il y a eu une période difficile où, et c'est M. Ryan qui était ministre à l'époque, où le gouvernement du Québec a diminué le financement aux sociétés de transport public pour le fonctionnement particulier. Mais je vous dirais que depuis une dizaine d'années, et la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec depuis 5 ans, et la clientèle, bien sûr, parce que si vous en êtes, vous le savez, nous avons à chaque année augmenté les tarifs, bien sûr, à l'intérieur autour de l'indice inflationniste, mais ça nous a permis d'améliorer le service et ça donne plus de monde. Donc, on était un record vieux de près de 60 ans, 1947. On obtient également un haut taux de satisfaction. C'est un taux record. On mesure ça par des firmes indépendantes. On demande à la clientèle comment vous trouvez le service. Ce n'est pas égal toujours d'un mois à l'autre. La période hivernale est toujours plus difficile. On a des ralentissements de circulation qui sont dus par toutes sortes de difficultés, travaux publics, travaux d'infrastructure, mais on a atteint un taux de 90 %. On n'était pas à 50, on est passé à 90, on était dans les 80, mais c'est un très bon indicateur que
je dirais pas malgré, mais que je dirais que la fréquence, la qualité de service, l'amabilité de nos chauffeurs, de notre personnel, bien, ça paraît et les gens nous en témoignent. Nous avons rendu public un mémoire que la STM a présenté au ministre des Finances dans le cadre des consultations pré-budgétaires. Parce qu'au cours des prochaines années, l'enjeu du financement a toujours été présent, mais il va le devenir encore plus important. La clientèle fait sa part tous les ans. On accroît notre clientèle, ça va bien. L'administration publique a passé son investissement de 220 millions à 400 millions. Avec les taxes municipales, elle a fait sa part. Québec a fait sa part avec le PASTEC, mais pour les investissements qui vont être nécessaires au cours des prochaines années, pour la STM, c'est tout près de 12 milliards. Et de ce 12 milliards-là, 11 milliards et demi, il y a 6 milliards et demi, 7 milliards juste pour réparer, entretenir, remplacer les voitures, pas pour accroître l'offre de service, pas pour acheter des nouveaux équipements. Ça, c'est un autre 5 milliards. Fait que ça va prendre de l'argent. Elle vient d'où? Donc, nous, on fait des propositions. Il y aura une consultation de la communauté métropolitaine de Montréal que le maire, M. Tremblay, préside, qui va porter sur ces questions-là. Les deux axes qui sont présentement retenus, c'est bien sûr une taxe sur les carburants ou sur l'essence. L'autre axe qu'on regarde, c'est le fonds des infrastructures en général. Et bien sûr, nous, on a posé la question des péages. Comme vous le savez, les péages reviennent. Il y en a un sur la 25, il va en avoir un sur la 30. Le ministre Lebel a annoncé qu'il y en aurait un sur le pont Champlain. Et présentement, 100% des recettes qui sont prélevées dans les péages vont au système routier. Il n'y en a pas pour le transport collectif. Donc, nous, on pense qu'il devrait y avoir mais dans les solutions que nous préférons, c'est la majoration des taxes sur les carburants. Donc, ce mémoire-là est disponible sur Internet, sur notre site Internet, et vous pouvez en prendre connaissance. Et ça va faire l'objet d'un débat, donc j'invite notre clientèle. Nous, on s'est dit qu'à l'automne, on interpellerait notre clientèle. Hein? On peut bien dire, je ne veux pas payer plus pour ma carte Opus, je ne veux pas payer plus de taxes, je ne veux pas payer plus d'impôts, je suis un automobiliste, je ne veux pas payer, je ne veux pas plus de publicité. On va financer ça comment? C'est-à-dire, ce n'est pas de l'argent de Monopoly, fait que comme société, il faut leur dire, le transport collectif est important, et même pour les automobilistes. Les automobilistes, s'il n'y a pas de transport collectif, si on ne le développe pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux autres. S'ils pensent qu'ils sont pris d'un bouchon de circulation, les 10-15 prochaines années, là, ça ne sera pas drôle. Sur cette note gay, nous avons reçu, on a conçu donc une nouvelle image graphique à la STM, un mouvement collectif, un engagement de faire mieux respirer les Montréalais. Et ce concept-là avait été développé par la firme Sidley. Elle a reçu donc à Toronto un prix qui s'appelle Casey's. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Casey's, mais bon, on me le dira. Et donc, pour le travail qui a été fait pour le mouvement étant en marche dans la période 2009-2010. Et donc, on est fiers, mais on félicite Sidley pour ce prix-là. Je vais donc, avec ce petit mot d'ouverture, inviter, donc, ouvrir la période de questions. Je vais inviter Mme Gaëtane Grenier, qui a une question à poser au sujet du transport adapté, concernant la plage du 30 minutes. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, membre du Conseil. Je me sens comme une abeille qui est tombée dans un pot de miel. Parce que la cause que je prends est grande. Je suis comme une abeille qui a de la misère à sortir. Bon. Allez-y, madame. À l'automne, j'ai dit que la plage de 30 minutes accusait des préjudices à la clientèle. Ce soir, je vais vous démontrer que c'est vrai. Samedi, le 21 janvier, retour à 9 h, c'est prévu. Le retour est prévu à 9 h. Quand j'ai rejoint le centre d'appel pour vérifier si vraiment le retour sera à 9 h, l'agent me signale « Soyez prêts à 9 h ». Mais le monsieur est arrivé à 9h25. Donc, ça fait un 30 minutes. C'est ces 30 minutes-là que je veux plus, là.
de 9h à 9h25, moi, je suis là. Dehors, il fait fret, là. Je suis là, j'attends le taxi. Le taxi arrive à 9h25. Je suis gelée comme un croton, moi, là. Voyons. C'est sur ça que je veux vous dire. Pourquoi le transport m'a-t-il affirmé d'être prêt à 9h quand il se retourne de bord puis il ajoute un 30 minutes? Ça marche pas, ça. C'est ça, mon affaire. OK. Fait que je dis oui. le 30 minutes pénalise la clientèle. Oui. Puis ensuite de ça, au centre d'appel, c'est très difficile. Deux fois, on a 1 heure d'attente avant d'avoir une réponse. Il y a ce point-là aussi, le centre d'appel. OK. Donc, ça, c'est le 21 janvier. Quand vous dites 9 h, c'est 21 h le soir? Le soir. Le soir, OK. Monsieur le Président, voulez-vous, s'il vous plaît, demander au transport adapté d'arrêter cette pratique de 30 minutes qui nous fait tant souffrir? Que le transport adapté vous prenne comme modèle, vous autres. Vous êtes des modèles, vous autres. Qui vous prennent, parce que vous autres, vous travaillez vraiment pour la clientèle. Mais je voudrais que le transport adapté vous prenne comme modèle. Bon. C'est tout. Bon, vous avez fait part à la fois d'une date et d'une heure spécifique. Dans ce temps-là, je le dis à tous les gens qui viennent ici, tous les citoyens, tous les clients, chaque fois qu'un point est amené au conseil, il y a un travail qui est fait et nous revoyons tous les dossiers. Donc, spécifiquement sur le 21 janvier, il y a des gens du transport adapté qui peuvent vérifier. Deuxième élément, ces plages de 30 minutes-là et l'exactitude, c'est un travail qu'on fait. Cette plage-là, elle a été déterminée. Monsieur Devin, directeur général, la dernière fois, vous avez indiqué que nous sommes à travailler sur une diminution de cette plage-là. Ça ne se fera pas tout de suite, mais il y a un travail qui se fait en ce sens-là. Le transport adapté, puis nous, là, c'est la même chose. Fait que donc, on prend modèle mutuellement. Parce que le transport adapté c'est une super belle équipe et donc, ils ont des rapports avec leur clientèle qui nous apprennent beaucoup. Mais votre point, il est vrai, et tout particulièrement l'hiver. Faire geler les gens comme des crotons, vous disiez, c'est vrai que c'est une période difficile l'hiver. Fait qu'on a pris votre point en note. Vous savez, M. Devin s'y était engagé, c'est-à-dire il l'a indiqué, il s'est engagé. C'est-à-dire qu'on travaillait sur la diminution et surtout sur être plus près de l'heure annoncée ou du moment annoncé. Fait qu'on va y travailler. Merci. Merci, Mme Grenier. Merci à tout le conseil aussi. Merci. Je vais inviter, j'ai 3 questions qui portent sur le même point. Donc, ce que nous avons pour habitude ici au conseil, je vais les prendre. J'en envoie pas d'autres. Souvent, si la première question, nous n'y répondons pas suffisamment correctement, il y a une autre question qui peut être posée par la personne. Et si vous jugez que les 3 personnes doivent poser toutes les questions, on va le faire. Donc, j'invite M. Léonard Sa. C'est une question au sujet du poste de ventilation entre le métro Papineau et Baudry. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Leonardo Sa. Je suis un utilisateur quotidien de la STM. Mais ce qui m'amène ici aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pour les services quotidiens, on pourrait dire, mais je suis représentant d'un groupe de citoyens qui demeure au coin des rues Logan et Champlain dans l'arrondissement Ville-Marie. Je vais vous poser la question, mais je pense que c'est important aussi de faire un peu la mise en contexte de ce qui nous amène ici aujourd'hui. OK. En même temps, je dois vous dire qu'on a parlé de ce dossier-là aujourd'hui. C'est fantastique. Et tous les membres sont bien au courant. Mais vous pouvez, pour les fins de la web-diffusion, recontextualiser. Mais les gens sont tous bien au courant au conseil. Peut-être que les gens sont bien au courant, mais ne sont pas au courant de notre vision. De votre point de vue, non, c'est ça, allez-y. On pense que c'est très important parce que des fois, disons, les employés peuvent avoir des comportements que l'autre direction n'est pas au courant et c'est toujours l'occasion, comme vous avez dit, de régler les affaires. Tout a commencé quand nous avons été invités à une séance d'information promue par la STM en raison d'une demande de l'arrondissement parce que la STM a l'intention de faire un poste de ventilation, un nouveau poste de ventilation entre les stations Papineau et Baudry. Et pendant cette séance, la STM nous a présenté
l'enjeu qu'il faudrait faire un nouveau poste de ventilation. Il nous a présenté les possibilités où est-ce que les terrains qui ont été choisis pour bâtir ces postes de ventilation. À l'occasion, le représentant de la STM nous a dit que les terrains plus intéressants techniquement seraient ces terrains. J'espère que vous suffisamment... Ah, il y a la web diffusion aussi. Donc, vous pourrez déposer. Oui, fantastique. Mais les membres sont au courant également de ça. Un stationnement vide qui est à peut-être 5 mètres de la ligne du métro, ou même moins, mais on se comprend que c'est un stationnement de surface, donc un terrain largement sous-utilisé. Mais pour notre étonnement, les terrains choisis, malgré que celui serait techniquement le plus intéressant, a été les terrains d'un parc, celui-là, au coin des rues Logan et Papineau. Ces terrains, il est à 180 mètres de la ligne de métro. Donc, construire les postes de ventilation ici implique, selon les représentants de la STM, du dynamitage le long de toute la rue Champlain. Et on a vu que cette rue, il y a 14 maisons, dont 11 ont plus de 100 ans. Ça, on pouvait déjà se poser des questions sur la pertinence. Donc, lors de cette séance d'information, tout le monde se posait, mais comment ça se fait que vous avez choisi ces terrains au lieu de celui-là? Et les représentants de la STM, qui c'est quelqu'un qui travaille pour Dessau, nous avait expliqué que l'achat de ces terrains coûterait 31 millions de dollars. Et bon, nous, on était quand même étonnés de voir ces prix, mais on dit, bon, on se comprend effectivement si ça va coûter 31 millions. C'est quand même un peu logique qu'on fasse ça dans les parcs sur les coins Logan et Champlain. Mais on était un peu frustrés à l'époque parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas d'autres consultations. C'est une information aussi que les représentants de la STM nous avaient dit. Et on était carrément perdus. On a appris par la suite que ce n'était pas vrai qu'il n'y aurait pas d'autres consultations. Il y avait une assemblée promue par l'arrondissement pour consulter les citoyens sur ces projets. Et finalement, on est allé. On était une trentaine de personnes allées à cette assemblée. Et on s'est posé la question, comment ça se fait, encore une fois, que c'est celui-là qui a été choisi. Ouais. Et on a posé la question aussi parce que nous avons fait une recherche dans les halls d'évaluation foncière de la ville pour voir combien ça coûte effectivement ces terrains qu'on nous avait dit que ça coûterait 31 millions. Et selon les halls d'évaluation de la ville de 2010, que c'est pas mal actuel, ces terrains coûtent 61 880 $. Donc, de 31 millions à 61 000, il y a une méchante différence. Nous avons posé cette question lors de l'Assemblée de l'arrondissement. Et les représentants de la STM, les mêmes qui nous avaient dit que ça coûterait 31 millions, nous a dit que c'était parce qu'il avait utilisé les halls fonciers de 2006. Donc, c'est quand même un peu étonnant que dans les halls fonciers de 2006, ça coûte 31 millions et dans les halls fonciers de 2010, ça coûte 61 000. Bon, OK. Ça, c'est pour dire, on n'a pas eu de réponses convaincantes, mais on voulait vraiment comprendre pourquoi les parcs étaient choisis. Nous sommes partis de l'Assemblée avec plus de doutes que de... personne n'a vraiment réussi à nous expliquer comment ça se fait que c'était dans ces parcs. Et personne ne nous a contactés par la suite, même si on avait dit, on va vous contacter, on va jaser avec vous pour voir si on peut trouver une solution. Mais rien n'a été fait. Et il semblait que c'était tellement difficile de nous expliquer ça que la STM a décidé de demander au ministre des Affaires municipales d'approuver une loi permettant la construction de ces postes de ventilation sans les besoins des référendums. Au moins, c'est ça, c'est que ça a été dit. Okay. Les représentants de la STM est allés aux consultations pour la loi, dont nous, on n'était pas au courant, et a dit que ça c'était nécessaire de faire ça parce qu'il y avait des groupes de citoyens avec le syndrome de pas dans ma cour qui empêchait ce genre de projet. Nous, il semble que pas dans ma cour serait si on s'opposerait à faire les projets ici. Mais ici, avec cet écart de prix, il semble qu'on n'est pas vraiment pas dans ma cour, mais on se posait une question justifiée. Bon, on était étonnés parce que finalement, le projet a été approuvé. Le projet de loi, l'article du projet de loi, oui. Oui, la loi a été approuvée. Et finalement, on se demande, on a aussi découvert que ce terrain appartient à Québécois, qui est déjà impliqué dans une certaine polémique à Québec pour l'amphithéâtre. On peut aussi poser d'autres questions sur les choix du terrain par rapport à ça. Mais
La question qu'on aimerait savoir, oui. c'est vous avez demandé cette loi pour faire les projets ici, dans le terrain de stationnement ou dans les parcs? Parce que ce serait quand même étonnant qu'on puisse aller de l'avant avec cette proposition. Donc, la question, c'est si on a... Enfin, je vais y répondre à la question spécifiquement. Le projet de loi, la modification, c'est un projet de loi que le Québec a présenté. Nos avocats ont présenté un article spécifique. Et l'article spécifique s'adresse à l'ensemble du territoire et l'ensemble du réseau de la STM. Le cas de ce terrain-là est un cas parmi d'autres à travers tout le réseau. Nous devons, au cours des prochaines années, revoir nos postes de ventilation et nos postes de redressement électrique sur l'ensemble du métro de Montréal. Et ce qui s'est produit, c'est que la loi qui a permis de construire le métro dans les années 60, quand il y a eu les fusions des fusions, l'article qui nous permettait de faire ça pour le bien commun a été oublié. Et nous l'avons dit, le métro ne pourrait plus se construire aujourd'hui parce qu'un édicule, un puits de ventilation, un puits de redressement électrique, il n'y a personne, entre guillemets, qui voudrait avoir ça près de chez lui, pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, on a dit aux législateurs, vous avez oublié ça. Vous avez oublié qu'il y a des fois le bien commun. Puis le métro de Montréal, des gens ne veulent pas d'édicule parce que ça va amener des bus, puis ça va amener du monde, puis ils ne veulent pas de puits de ventilation. Bon. Donc, le législateur a considéré notre position, mais il ne l'a pas considéré dans l'absolu. Il a dit, vous allez vous doter de mécanismes, et c'est les élus du conseil d'agglomération qui vont l'autoriser. Mais, effectivement, nous allons enlever une épée de Damoclès qui fait que si des citoyens bloquaient le projet pour un quartier, bien, vous seriez obligé par la loi de changer puis d'aller plus loin, à côté, et à la limite, ne pas pouvoir le faire. Donc, on est parti, quand on a présenté notre cause aux législateurs, on a dit, c'est pas anecdotique, c'est pas un choix, là, on veut faire une tour de 20 étages pour le fonctionnement sécuritaire du métro, pour sortir la fumée s'il y a un feu. On est obligé de faire ça et on n'est plus capable. C'est-à-dire qu'on peut le faire, et on peut rencontrer les citoyens, on peut consulter les citoyens, on peut trouver des mitigations, des alternatives. Mais si dans un quartier, il n'y a aucune autre option, puis les citoyens disent, nous, on fait un registre, par exemple, puis on l'empêche, bien là, on va être pris. Et là, on va être obligé de vous interpeller et de dire, ça prend un puits de ventilation, sinon le métro n'est plus conforme aux normes de sécurité, puis on ne peut plus le faire. Donc, le législateur a agréé tous les partis politiques, mais ils l'ont encadré. Nous devons avoir une formule officielle de consultation publique. On doit ensuite, et cette formule-là va être faite avec les élus de l'agglomération. Ensuite, c'est les élus de l'agglomération. Ce n'est pas nous qui vont dire oui ou non, la consultation a bien été faite. Et qu'est-ce qui a été fait comme travail de mitigation? Par exemple, vous parliez du dynamitage. Nous en avons fait à d'autres endroits du dynamitage, dans des quartiers qui ont des maisons du début du siècle également, et on prend toute une série de précautions. Je vous avouerai qu'il y a des gens qui disent que ça fait des fissures avant, après, c'est pas agréable, mais on est obligé, il faut le faire le puits. Et présentement, nous avons donc arrêté les étapes, par exemple, dans le cas de votre projet, mais il y en a d'autres, parce qu'on se dote présentement d'une politique de consultation. On travaille avec la ville pour reprendre le processus. Et donc, on pourrait argumenter là, sur le terrain, les impacts d'acheter un, d'acheter l'autre. Mais pour la STM, il était clair que nous avions besoin de la possibilité, pour des questions de sécurité et d'opération, de sortir des puits de ventilation. Et dans le cas de ce dossier-là, particulièrement, il n'y a pas énormément d'alternatives de terrain. Et je vous inviterai à voir un poste de ventilation que nous avons fait dans Rosemont-Petite-Patrie, qui était déjà présent, qui était à plusieurs mètres de la station. Il est moins bruyant qu'avant parce que la technologie de sourdine est bien meilleure, mais on a tout refait le parc avec des aménagements pour enfants, des jeux d'eau, tout au complet, en collaboration avec les élus de l'arrondissement et les citoyens. Je ne dis pas que les citoyens n'ont pas trouvé les travaux pénibles, l'excavation, mais on a procédé. Donc, ce processus-là de consultation est obligatoire. Nous allons avoir une formule très claire qui va l'encadrer. Les élus de l'agglomération vont avoir
la décision finale. Et dans le cas du projet Papineau, du poste de ventilation, nous allons revenir, revoir les citoyens, puis expliquer les avantages et les désavantages d'une formule sur l'autre et proposer des mitigations. Monsieur le Président, oui, je vais permettre à M. Blanchet un complément. Puis j'invite, parce que M. Blanchet, après, il y a deux autres personnes sur le... Allez-y, M. Blanchet. Regardez, chaque membre du conseil d'administration porte des comités, et puis dans mon comité, le maintien des actifs, les puits de ventilation, elles sont. Puis moi, je suis très sensible à ce que vous venez ici. Il y a deux autres personnes avec vous, puis c'est très compréhensible. On atterrit dans un secteur où on s'en vient mettre soit un où on le modernise, ou on en fait des nouveaux. Mais je pourrais vous dire, je ne reviendrai pas sur ce que le président a dit, c'est exactement parce que là, on est rendu à terme dans notre programmation, c'est Renault Système 3, on en a 4 puits de ventilation. En moyenne, c'est entre 15 et 20 millions un puits de ventilation, puis c'est une nécessité. La problématique, c'est qu'il faut qu'ils soient à côté des bouches de métro, puis qu'ils soient au-dessus des lignes de métro. Ils ne peuvent pas être trop loin, proches. Là, je ne veux pas embarquer dans le débat sur le bon terrain, le mauvais terrain. Tout ça, il y a un petit bout qui m'échappe. Par contre, je tiens à vous rassurer d'une chose. C'est qu'en bon citoyen corporatif, puis comme une institution comme l'STM, on a toujours fait ça correctement. On a fait un poste là, qui s'appelle poste Soriol entre deux duplex. Pas à 100 pieds des duplex. Les murs mitoyens entre deux duplex. Et quand on passe sur la rue, là, c'est sûr qu'on voit une porte de garage un peu, là, mais s'il y avait 3 fenêtres, on aurait l'impression que c'était un duplex. On l'a harmonisé dans le secteur. Le parc que M. Labrec disait, c'est au coin de Bélanger. On a upgradé, on peut dire, on a vraiment fait un parc. On l'a fait avec les citoyens puis l'environnement. Et on l'a construit en briques pour s'harmoniser avec l'extérieur, la Broque Rouge Montréal. Donc, on l'a fait correctement. Dans votre cas à vous, puis on peut comprendre, puis là, dans le moment, dans nos échéanciers des puits de ventilation, c'est un must. Et c'est pas parce qu'on veut passer pour des gens qui ne veulent pas travailler avec les citoyens, mais à un moment donné, souvent, les gens, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons ou les mauvaises raisons, puis c'est pas ce qu'on dit dans votre cas. Mais je peux vous dire qu'on va le faire correctement. Moi, je prends acte parce qu'il y a un petit bout qui vient de m'échapper là, pour le terrain, puis je vais aller voir un petit peu plus loin, mais soyez certains qu'on fait ça correctement, puis à la fin, là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, je peux vous le dire. Si vous me permettez, juste un commentaire. Oui. Les petits bouts qui vous échappent, c'est exactement les bouts qui, pour nous paraissent les plus importants. Si on ne comprend pas pourquoi cette affaire n'a pas été choisie dans les terrains qui, soi-disant, coûteraient 31 millions, c'est sûr que nous, on n'a jamais opposé au besoin de faire les postes de ventilation. Ce qu'on se pose, c'est pourquoi les choix. Et tout ce que vous venez de dire, ça n'explique absolument rien. Il faut convenir ça. Effectivement, attendez, il y a une explication qu'il manque. Monsieur Lernoux, à ça, j'ai quand même répondu à la question pour la loi. Est-ce qu'elle était faite spécifiquement pour vous? C'est non. Bon. Dans quel contexte nous l'avons fait faire? C'est que nous avions des difficultés de cette nature-là ailleurs. Et de toute évidence, le législateur, comme nous, comprenait que la loi avait été faite en 63, 4, 5 et elle était tombée entre deux réformes législatives. Et pourquoi elle avait été faite par le législateur? C'est pour pouvoir construire le métro. Oui, ça, c'était mon explication. Pour le terrain, effectivement, tous les membres du Conseil ne sont pas au courant de pourquoi, les vibrations, tout ça, et la raison pour laquelle, c'est qu'il y a des études complémentaires qui ont été demandées par la direction générale et elles ne sont pas revenues. Moi, je suis au courant. Elles ne sont pas revenues et ça n'a pas été ramené au Conseil. C'est vrai qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'il valait, combien coûteraient les dédommagements, les acquisitions. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au courant. Et je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails et faire avec vous la consultation. Il y en aura une, puis il nous manque encore des études à faire, puis il va y avoir un suivi qui va être fait. C'est bien? Très bien. OK. Merci beaucoup. Je vais demander à Mme Liliane Allard. Bon, ben moi, je demeure au 1621 de Champlain. Je suis directement concernée parce que je demeure à côté du parc et le poste de ventilation va être à 1,5 mètre de l'immeuble où j'habite. Donc, c'est un immeuble qui date de 1900. Et déjà que c'est un vieil immeuble, en 2008, il y a des fissures qui sont apparues après une abondante
averse de neige. Et puis là, les fissures sont apparues. Et puis là, je vais vous montrer seulement que... Bien, je vais vous montrer celle la plus importante. Et puis là, je me sens plus... La déposer au secrétariat, oui. Bon, d'accord. Et je me sens pas en sécurité. Et puis, moi, je ne crois pas que ce soit le meilleur des choix. Et puis, quand ça va se construire, je ne crois pas qu'il n'y aura pas une incidence sur l'immeuble où j'habite. Mais là, vous ne vous sentez pas en sécurité je me sens pas en sécurité. À cause de la fissure qui vient de se non, faire? mais il va y avoir des travaux de dynamitage et puis le transport de l'équipement, ça va ajouter une pression sur les structures, la structure de l'immeuble. Non, mais là, présentement, vous vous sentez en sécurité chez vous? Non, mais c'est pour le moment, oui, plus ou moins. Mais je pense que si jamais ça se fait, ce projet-là, si le poste de ventilation est installé dans le parc, pas du tout. Je ne me sentirais pas, non. Et d'ailleurs, j'ai à la suite de ça, en 2008, j'ai le rapport du Service de sécurité incendie de Montréal. Et puis, j'ai même un rapport de l'ingénieur que le propriétaire a mandaté. Et il abonde dans la même direction que les structures sont dangereuses. OK. Bon, donc, ce qu'on comprend, c'est parce que là, oui. OK, allez-y. Je vais vous laisser. Je vais répondre, puis vous compléterez. Ça, ce qu'on comprend, c'est que vous venez nous dire que présentement, votre maison, je connais le coin par cœur, il y a un arrêt de 45. Oui, d'accord. Et puis, donc, je la connais, votre maison, tout ça. Et donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a présentement une fissure qui a été causée par... Des fissures, mais je vous ai montré la photo d'une des fissures la plus importante. Et puis qu'il y a des rapports qui ont été faits par le service. À la suite de cela, parce que j'étais inquiète. C'est ce qu'on appelle les données actuelles. Les données actuelles. Donc, on n'a pas fait de travaux, la STM, du tout. Non. Bon, il n'y a aucun travaux de la STM. On n'a même pas, je pense qu'on était... Non. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que dans tous les cas où la STM effectue des travaux, de cette nature-là, il y a ce qu'on appelle la connaissance et la prise de connaissance de la situation actuelle. Si un bâtiment est déjà fragilisé, par exemple, puis qu'il y a des rapports qui ont été faits, ce qui est le cas, ces rapports-là sont inclus. C'est-à-dire la STM doit en tenir compte. Elle doit en tenir compte pour consolider, renforcer, voir si ça va s'aggraver, voir si l'impact des travaux peut faire en sorte que... Bien sûr que si vous avez des rapports qui vous disent que déjà il y a des éléments de fragilisation, ça va être. Mais il y a toujours ce qu'on appelle avant ou présentement. Oui, d'accord. Et si la STM doit intervenir, on a même des mesures indépendantes après. Est-ce que ça a modifié, ça a amélioré? Donc, la situation présentement que vous connaissez chez vous, la STM n'est pas impliquée dans ça. Et s'il y avait des travaux qui étaient faits, la STM devrait tenir compte de l'État et d'avoir les rapports d'ingénieurs en structure, par exemple, ou du service des incendies, parce qu'elle n'est pas là pour aggraver. Non, je comprends. Et si un ingénieur en structure venait dire le bâtiment à côté risque de s'effondrer si on fait des... Là, vous vous trouvez dans un scénario qui est très différent. Mais oui. Fait que donc, c'est pour vous rassurer. Mais si vous avez ce type de rapport-là entre les mains déjà, madame, je vous suggère de peut-être, parce que c'est une maison du début du siècle, fin... 1900. C'est ça, donc début 20e siècle. Oui. OK, donc, est-ce que votre propriétaire a des projets de renforcement ou pas? Non? Aucune idée. OK. Moi, je l'informe à chaque réunion et puis... Okay. Bien, donc, vous en avez fait part ce soir. L'adresse, elle est située tout attenante. C'est le mur mitoyen avec le petit parc puis la clôture. Puis derrière, il y a l'institution... j'oublie toujours le nom de... C'est une église. Oui, Dieu est avec... le péché, c'est l'enfer. OK, c'est ça, c'est l'église du péché, l'enfer. Fait que donc, mais vous nous avez fait part de votre point. Et quand il y aura la consultation, vous allez être réamené à faire connaître ça publiquement. Là, on l'a pris ce soir, ça va être consigné et ça va être tenu en ligne de compte. Si c'est sur ce terrain-là, si c'est sur un autre, bien sûr, ça n'aura plus de pertinence. Ça vous rassure un peu? Non. Bien, pas vraiment. C'est le plus loin que ce soir, je pense que je peux Mais moi, faire avec. j'aimerais savoir, il y avait sûrement des projets de planification dans vos cartons avant, parce qu'il y a une garderie là, au côté du stationnement de TVA. Elle n'existait pas avant, puis ce terrain-là, il a été des années et des années inoccupé. Non. Madame, le gouvernement du Québec, là, il y a eu congé d'entretien du métro pendant plusieurs années.
Et le projet de rénovation, M. Blanchet, vous me corrigerez, mais le projet qu'on appelle Réno Système, les puits de ventilation, l'électricité, les câblages, n'a commencé qu'il y a une dizaine d'années. Les puits et les projets de ventilation, donc c'est récent. Ça fait à peine 5 ans que vraiment les grands projets ont été mis. Donc, on ne peut pas vous dire que ça fait très, très longtemps qu'on est là-dessus. Et les normes ont changé. Vous savez, quand le métro a été construit, là, les ventilateurs, il y a des ingénieurs ici, M. Lemay, qui a fait une très bonne performance à la télé, d'ailleurs. Les ventilateurs étaient de cette grosseur-là, je caricature, et maintenant, c'est des... Pourquoi? Parce que les normes ont changé, on doit évacuer plus d'air, on veut apporter plus de confort dans le métro. Ça fait en sorte que on est dans un nouveau scénario. Mais là, ce soir, ce que je peux vous dire, c'est que les données que vous nous avez fait part, on les a, on connaît votre adresse et les étapes ultérieures, ça va être tenu en ligne de compte. Mais quand vous dites que c'est un projet... Madame Allard, oui? Ce que je voudrais éviter, c'est qu'on peut discuter très longtemps ensemble. Non, je veux juste ajouter quelques minutes. Oui, en complémentarité, je veux juste dire que pour moi, ne me dites pas que c'est gagnant-gagnant, parce que moi, je vais vivre à côté de ça. Oui. Alors, le bruit, tout ça, puis pendant la durée des travaux et après, oui. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est bien beau, les préoccupations esthétiques, tout ça, mais je veux dire, la sécurité, mais je veux dire, j'entends quand même du bruit. Ne me dites pas que ça fera pas qu'il n'y aurait quasiment pas de bruit. C'est pas vrai. Moi, je suis juste à côté. Bon. Alors, c'est ça. OK. Pour moi, je ne trouve pas que c'est gagnant-gagnant dans mon cas. Là. Moi, je suis pénalisée. Bien, je vous remercie de nous en avoir fait part. Puis le projet va devoir aller de l'avant. Est-ce que c'est sur ce terrain-là, sur un autre? Et s'il y en a un, il y aura un processus de consultation, puis les élus municipaux auront le dernier mot dans le processus. D'accord. Et ils nous en seront informés, nous aussi, à savoir... Obligatoirement, le processus va... Quand on fait un processus de consultation, les règles du processus obligent celui qui consulte à envoyer à chaque résident, probablement dans sa boîte postale, un document, à faire un affichage dans les journaux habituellement du quartier. Donc, il y a un processus très clair. Mais parce que le projet, quand on l'a eu au début... Je suis obligé, il y a un règlement qui prévoit une question-réponse, question supplémentaire. Vous avez raison, M. le vice-président. Et il y a 3 personnes qui sont toujours sur la liste. Vous avez raison, M. le vice-président. Bon, ben, on se reverra à la prochaine réunion. Oui, je vais prendre la 3e intervention, qui est M. Hugo Séguin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je pense que c'est important dans ce dossier-là de vous donner notre perspective, parce que nous, en fait, je devrais dire que je suis propriétaire d'un duplex qui donne directement sur le parc. On est très, très proche, très, très touché par le projet. Je pense que c'est important qu'on donne notre vision, notre perspective, de l'avoir vécu sur le terrain. Vous êtes le conseil d'administration, vous ne voyez pas comment vos employés travaillent les dossiers. Mais moi, je peux vous dire que le processus qui a été appelé un processus d'information et de consultation a été complètement bâclé par vos équipes et par l'équipe de l'arrondissement. Okay? Oui, il y a de l'information dans les boîtes aux lettres sur des enveloppes non adressées qui ressemblent plutôt à de la publicité non désirée que les gens mettent dans un bac à recyclage. Dans notre quartier, il n'y a pas de journaux de quartier au moment où vous avez fait ça. Vous avez mis ça en petits caractères dans le devoir. Sur la grande pancarte sur le terrain, jamais on a eu d'informations sur la tenue des assemblées. Alors, officiellement, il y a des gens autour de là où ça se passe qui ont fini par ouvrir la lettre non adressée. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait des coupons rabais chez Métro, et ils ont vu ça, et en ont informé d'autres qui se sont rendus à la séance. Effectivement, on a posé la question, y en aura-tu d'autres des séances? On nous a répondu non, il n'y en aura pas d'autres. Moi, j'ai appris par hasard un vendredi, par un ingénieur de l'arrondissement, qu'il y aurait aussi une autre soirée d'information, et j'en ai donc informé les gens autour. Nous avons imprimé des centaines de dépliants que nous avons nous-mêmes remis à tout le quartier. Et il est venu 35 personnes. Alors, c'est nous qui avons informé, pas vous, c'est-à-dire pas vos équipes. Oui. Alors, c'est pas tout à fait intéressant de se faire dire que, à travers la loi qui est maintenant votée à l'Assemblée nationale, vous êtes maintenant en charge d'avoir un processus de consultation. Vous avez fait la démonstration que vos équipes ne sont pas capables de gérer correctement un processus d'information. Ce qui arrive fondamentalement dans notre cas, à nous autres actuellement, c'est que le processus d'information et de consultation a antagonisé les citoyens avec lesquels vous devriez travailler. Dans ma vie, là, je suis quelqu'un qui cherche du gagnant-gagnant. Je déteste être ici
pour vous dire que j'ai un problème, surtout avec la STM. Ceci dit, on est tout à fait conscient que ça prend des postes de ventilation. Le métro n'est pas aux normes. Il faut qu'il soit aux normes pour des raisons de sécurité. Le petit bout qui vous manque, M. Blanchet, c'est que le terrain dont on vous a montré les photos est exactement au-dessus de la tranchée du métro. Il est idéal techniquement pour ça. Il y a peut-être d'autres enjeux, mais il est idéal pour ça. Le terrain dans le parc, qui est immédiatement, qui jouxte des maisons de plus de 100 ans, lui, il est à 120 mètres de la tranchée. Bon, M. Séguin, je pense que ça, vous plaidez le fait d'un terrain pour l'autre, je ne veux pas faire ça ce soir. Ce que je retiens de votre intervention, puis c'est assez important, c'est que la façon dont nous avons tenté d'informer le public n'était pas adéquate, qu'on s'y est mal pris, qu'on a réussi à antagoniser des gens qui auraient préféré. Cela étant dit, là, pour en avoir fait de mon côté aussi, là, peu importe parfois toutes les procédures que l'on peut prendre, en bout de ligne, il y a des citoyens qui vont être antagonisés, vous êtes d'accord avec moi, que le projet, s'il doit se faire, il y a des gens qui vont en bout de ligne être en désaccord. Mais cela étant dit, ce que je comprends de votre intervention, puis si vous vous êtes déplacé, c'est de vous dire, si c'est avec une façon comme celle que nous avons pris, qu'on veut informer, faire des soirées d'information, on est mal parti. Oui. Bon. Les questions qui ont été posées par les citoyens aussi ont été mal répondues aussi. Okay. Alors, il y a cet enjeu-là aussi. Je ne veux pas faire tout le débat. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on est en train de travailler sur la façon dont on va monter ces soirées d'information-là, dont on va communiquer avec les citoyens. Donc, on va s'assurer, ce faisant, qu'on ne répétera pas ça si vous êtes vous donnez des exemples de façon que nous avons prise qui était inadéquate. Une enveloppe qui aurait pu être considérée comme n'importe quoi qu'on met au bac de recyclage, un article, un bas de page dans le journal Le Devoir. Donc, c'est des éléments qu'on va tenir compte. Allez-y, je vous laisse terminer. Si j'étais à l'Assemblée nationale, je demanderais un point de privilège aussi. Parce que dans les présentations qui ont été faites par vos avocats en commission parlementaire, nous avons été nominalement, parce que c'est les deux projets ont été présentés comme cas type de pas dans ma cour. Oui. Et ça a été plaidé comme si on était des pas dans ma cour. Puis ça, je le prends pas. Et on le prend pas. Bon. On a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec vos gens et avec vos gens de l'arrondissement. Nos téléphones n'ont soit pas été répondus et une réunion qui avait été organisée pour discuter avec nous a été annulée à la dernière minute, sans raison. En fait, il y en avait une raison. Vous étiez à l'Assemblée nationale pour avoir une dérogation pour nous passer sur le corps. Le mouvement collectif, là, on aimerait bien en être. Là, il ressemble à une grosse pépine qui nous rentre dessus. M. Séguin, là, vous faites des accusations. Là. Les accusations, c'est nous qui les avons. Oui, mais vous faites. Donc, la réunion n'a pas eu lieu parce que, de toute évidence, les informations pour retourner voir les citoyens étaient inadéquates. Et c'est fondamentalement la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'autres réunions. Il n'y avait pas réponse à la moitié des questions qui avaient été posées. Ça ne servait à rien de retourner, revoir des citoyens quand des questions initiales qui avaient déjà été posées n'étaient pas répondues. C'est essentiellement ça. Là, vous faites un amalgame. Donc, on ne partira pas pour un débat ici, là. Je vois votre mécontentement. Comme je vous connais personnellement, là, je vais prendre le temps de vous rencontrer. Puis je vais m'assurer aussi que la démarche, pour qu'on se dote, parce qu'on doit se doter d'un document pour faire ces soirées d'information-là, il y a tous les éléments. Oui. C'est ça. Mais donc, pour faire ça, qu'on a à l'intérieur de ça des éléments qui, si, comme vous l'avez vécu sur le terrain, là, on va s'assurer que la prochaine fois qu'on se reprend, on va arrêter ça là. Et puis, je vais prendre le temps, je m'engage à vous rencontrer puis à faire le suivi là-dessus. Ça vous va? Seulement pour vous dire que ce qu'on cherche, c'est de rebâtir une confiance et de trouver gagnant-gagnant. Oui. On n'est pas des pas dans ma cour. On voudrait travailler avec vous, trouver une solution qui est gagnante pour tout le monde. On voudrait que vous reconsidériez le choix du terrain. Et si vous nous faites la démonstration, puis il faut nous faire confiance, là. Si vous nous faites la démonstration que le meilleur terrain il est chez nous, travaillons ensemble à minimiser les dégâts. Ben, c'est ce qu'on vous envoie. Ben, fondamentalement, c'est mal parti. Ce n'est pas de votre faute à personne ici. Okay? Mais sur le terrain, ça a été mal vécu. Les gens sont antagonisés, puis on veut repartir sur d'autres bases. Regardez, moi, je suis président de la STM, là, puis quand les gens de la STM font un travail, je m'inclus là-dedans. Fait que je ne m'exclus pas, et on est tous solidaires du mauvais travail qui est fait comme du bon. Fait que quand je prends les félicitations parce que la STM est bien,
je prends les blâmes. Fait que là, vous nous blâmez parce qu'on a fait un mauvais travail. Vous nous tendez la main pour qu'on reparte ça sur un autre côté. On va avoir besoin de votre expérience. D'ailleurs, j'ai fait la même chose avec le maire de Rosemont-Petite-Patrie concernant le parc dont nous parlions parce qu'il y a des choses qui ont bien été, d'autres qui sont moins bien. Fait qu'on va s'assurer que la suite des choses est à la hauteur de la réputation qu'on a, qui n'est pas trop pire. Ça va? Je vous remercie tout le monde. Merci, M. Séguin. Je vais inviter Monsieur Johannes Urbanski. Merci beaucoup. Je m'appelle Johannes Urbanski, je suis étudiant en échange à l'UQAM et je vais poser ma question en anglais. I was here last time and I had a question how you address the unawareness of existing night bus network, especially amongst the younger age groups. And I have understood you that STM believes that providing timetable information online is sufficient, as almost everyone in that age group has mobile internet access. Well, however, at least of my friends, I know quite a lot of who don't even have a mobile at all. And, I don't know how representative they are for Montreal youth, but my question is, how does the STM aim to provide its passengers without mobile internet devices with bus times if a large proportion of bus stops are not equipped with bus timetables? And that even includes often bus stops where you can change between different lines. Je vais demander à M. Rottrand de répondre. Good evening, Mr. Urbanski. I remember you quite well from our last meeting, and I again welcome you here. I understand you're a student from a country in Europe, and you've chosen Montreal, proving what I say on the media all the time. Montreal has great power of attraction. It's a wonderful city, and it has great opportunities, including educational opportunities. That's for sure. I did ask our services to look into your question specifically. First of all, I'd like to reiterate what I said to you last time. We have made major improvements in night bus service. In fact, last year, there was a complete reform of the service, the first one in over 22, 23 years. We have added 50,000 hours of night bus service, created 3 or 4 new lines. Much more of the island is covered. There is very few spots on the island that have a very far walk anymore to be able to get the bus. And the general satisfaction has gone way up. All the reporting and the tests we've done with our riders, they're very happy. Your question is a good one. So I asked to look at, there are 2 aspects, one of which is existing customers who have iPhone applications, what can we give them? And I got this, which will not make you happy. Okay. Effectivement, l'application pour iPhone traduit mal la particularité des lignes de jour dont les horaires se terminent après minuit. L'application indique alors la journée suivante et ne me permet pas d'avoir accès aux horaires. I think you got that? What it really means is we have some work to do there. We have raised this problem with our supplier to see if we can find a solution in the coming days, and we are again meeting with the supplier in the middle of February. So if you do come to the meeting of the month of March, we'll have more information to tell you about that specific question. Perhaps you know lots of young people don't have mobile phones and don't have smartphones. I don't. They all seem to have it. My daughter and my son's generation, everybody has it. In fact, many of them don't even have a landline. They use a mobile phone as a means of communication. Having said that, we are reflecting on what we're also hearing from many seniors who actually don't have a cell and who want us to have old-fashioned type of information, including at bus stops. And there's a committee looking at how we could redesign the information to make it easier and better to read. And that would include the night bus system. So it would be by line, and it would say the bus leaves at this and this and this time, and you could see it at the bus station, at the bus stop. This is an ongoing process. We've had 2 or 3 different types of complaints. The text in the current InfoBus is too small. It's too busy looking. It's too hard to read. It's not clear enough. The color is not clear enough. So we're looking at all these things towards a general redesign. It won't be tomorrow, but however, it will meet the needs, obviously, of different clienteles. I had been approaching this as a dossier mostly for people who don't tend to go online,
don't have cell phones. They're mostly older people. But obviously, you're telling me there's a type of user who's younger who also fits into that category. So if we have a solution in this regard, we'll be able to serve more people, and that would be a good thing. Okay, thank you. Yeah, just to say, like what kind of age group that is. It's, I think, especially international students who just come from countries like, especially Britain, where mobile communication is very cheap, and they come here and they are just shocked by the prices. That's actually what happened to me. I'm still using my German SIM card here because it's actually for my usage cheaper than buying a Canadian SIM card. And that gives me, just brings me one problem, and that is I can't send a text for the Planibus thing at the bus stop. I think that doesn't work. Okay, well, that's very specific. But I also have a question which relates to that. And well, personally, I'm not really sure if relying on mobile internet devices is the best strategy in providing timetable information. And in Germany, by example, I'm German. In Germany, we know that. Okay. We have, like everywhere, you can buy like a booklet which contains all the timetables of a region, all local buses, all regional buses, all metro, and all local trains and regional trains. And I also know that the Ottawa region has that as well. The STO, they have it of the whole bus timetable network. And well, all those have in common that they have regular frequency patterns. That's also something I mentioned last time. But today I'm more talking actually about the buses, the day bus network. Last time I was more talking about the night bus network. But they have, in those cases, they have regular frequency patterns. That is like every 15, every 20, or every 30 minutes. And that allows both to considerably shrink the timetable and also to make the departure times easier to find and also to memorize. And my second question is just, what are the constraints which prevent you from implementing a clearer and easier to remember timetable, at least outside of peak hours? I don't happen to agree that our schedules are difficult to understand. Most riders get them implicitly. I'll give you something that we're doing, and then I'll give you something else, which I think is a solution to what about 80% of our riders experience on a daily basis. First of all, the board has approved something called eBus I, in English, bus, which will provide far better passenger travel information, including in real time. There will be 3 or 4 new changes. One will be there will be better on-board information. In other words, there will be a screen where you'll be able to visualize the stops that are upcoming, and it will be accompanied by an announcement, so that you might be reading your paper and you'll know that in 2 minutes you'll be at Delormier, and 3 minutes you'll be at Pat, like this. As well, at key locations in the city, very heavily traveled bus stops, there'll be screens saying with the times for the upcoming buses, like exist in the metro and like exist in every city in Germany, where it says bus number will come in 3 minutes, the next one in the line is 8 minutes, the one after that 13 minutes, this line is 5 minutes, 10 minutes, whatever it is. But we are basing a large part of this strategy also on internet information and cell phone applications, because you see a huge evolution in what you can do on a smartphone compared to what you could do even a year or two ago. And you will be able to trace the bus in real time. You'll be able to see the route. You'll be able to see the schedules. We think this is going to respond to a lot of what our riders want. Admittedly, not everyone, which is why we have to be low-tech at the same time. Fourthly, we have 31 routes that are now in what we call the 10-minute max network. You don't really need a schedule for these buses, and yet these buses carry the vast bulk of our passengers, almost 80% of our total ridership during the day. So, a passenger doesn't even need a cell phone, doesn't even have to look, just show up at the bus stop. And usually, most of these routes are actually better than 10 minutes, but we call them 10-minute max. So there's high satisfaction level there, and you don't need to know the schedule. Again, we don't want to abandon those who need the old types of solutions either, and we're reflecting how we can maintain some of those at an affordable cost and make it easy for people who need that to get the information. I hope that gives you some sort of idea of what we are trying to do. I'm absolutely convinced that real-time passenger information
is a large part towards getting loyalty and new customers. And I'll conclude by saying I was at a speech once by somebody who does what we do in the Netherlands, and they said they had closed down their whole telephone banks. You can't reach a human being anymore. Maybe the Dutch are extremely smart. They're all online, and they get and they say almost all their riders get their information on the internet or on cell phones. Okay, thank you very much. Okay. What's two questions? Okay, well, sorry. Okay, thank you very much. Thanks a lot, Mr. Urbanski. Monsieur, la dernière question de l'intervention de Monsieur Steve James au sujet du kiosque temporaire à la station Berry-UQAM. I'm going to speak in English too, if that's Fine. permitted. Yeah, okay. perfect. I guess initial question is, why am I here? And I'll explain. I'll explain that in saying that this particular problem. Well, first of all, the good news is this problem can be solved in 10 minutes. The bad news is it's been ongoing for a year or so, and I've mentioned this problem to several STM employees at the Berry station, all of whom have totally agreed with what I've said, none of whom have done anything about it for over a year now. And the problem is, on the Angrignon level, there's a temporary kiosk, usually there's two of them, two different people. And there's a sign on the wall, a little sign that says this is an area for temporary commercial kiosks, which is probably about a meter away from the map, the map that of the metros and bus system. And so they install themselves right in front of this map perpetually and constantly so that people, customers, passengers, don't have access to the map at all. Now, I'm wondering, what was the thinking in there wasn't any. No, I didn't think there was. Mr. James, 10 minutes. Yeah. It takes 10 minutes to unscrew the map and put it over. We've got your email address. It will the follow up on that. I have pictures. You want to see? I know that. I've been there. Done that. I know exactly what Why you're haven't you done about. anything about it? Sometimes it's like the other day I was at the Champ-de-Mars station and it was a ATM and it was just in front of the map and I said what? And I call someone in the team and I say well, why is the ATM is just in front of the map and they've moved the map? Sometimes. Well, you have more success than I do then. Perhaps it's your position. Yeah. Sorry for that. So could you do the same thing at Berry, please? Yeah, I will do a follow-up on that this week. I know about those kiosks, and we'll be in contact with you. And thank you. I won't say it will be done this week, but I know exactly what you're talking about. I'll volunteer to do it myself. Give me a screwdriver and it's done. No. Our team, thanks a lot for being there tonight and for your question. Ceci met fin à la période de questions, donc je vais procéder à l'ouverture donc de l'ordre du jour et nos articles sont regroupés par rubrique. Donc, pour les articles de la rubrique 1, j'appelle l'article. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 3.2 et 12.1. Je propose. J'appelle l'article de la rubrique 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 7 et 21 décembre 2011. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. Également pour l'article de la rubrique 1, j'appelle les articles de la rubrique 3. 3.1. Autorisation de lever l'option pour l'acquisition d'une quantité additionnelle d'autobus auprès de Novabus. 3.2 a été retiré. 3.3. Autorisation de lever l'option de renouvellement au contrat avec Dubo Électrique Franklin Empire, fourniture électrique Ford et Lumen pour la fourniture d'éclairage et d'accessoires électriques.
3.4, adjudication de contrat à MG Trade pour la fourniture de matériel de rechappage pour pneus d'autobus. 3.5, adjudication de contrat à Radiateur Montréal pour la fourniture de faisceaux de radiateurs. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 3.1, 3.2, non, 3.2 étaient retirés. Donc, 3.1, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Concernant l'article 3.1, donc, c'est 32 bus, 40 pieds diesel. J'avais malencontreusement dit lors du dernier conseil précédent que c'était la dernière acquisition des diesels. C'est plutôt celle-ci. C'est les bus qui vont servir à la mitigation dans le cadre de Turcot et à 4 lignes bus dont nous allons parler ce soir, des bus express. J'appelle les articles de la rubrique 4. 4.1. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat avec Antagon pour des travaux de démolition de reconstruction des fosses de Vérin au centre de transport Saint-Denis. 4.2. Adjudication de contrat à Anjalec Construction pour des travaux de réfection à la station McGill. 4.3. Octroi de contrat de service pour la location d'espaces médias dans le cadre de la campagne de valorisation du transport collectif et de la STM. 4.4. Adjudication de contrat au Journal de Montréal pour les services de parution d'avis public. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1. Adjudication de contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour des services professionnels en analyse de la valeur pour la gestion du portefeuille de projet. 5.2. Octroi de contrat à Sidley de services professionnels pour des services généraux de marketing, communication et design dans le cadre de la campagne de valorisation du transport collectif et de la STM. 5.3. Autorisation d'exercer l'option de prolongation du contrat de service d'expert avec KPMG pour l'évaluation de l'environnement TI de la solution vente et perception. 5.4. Adjudication de contrat à Cinétique Conseil pour des services professionnels en ergonomie et ergothérapie. Je le propose. Je l'appuie. Les articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 sont adoptés. Concernant l'article 5.1, c'est pas du jargon, là, mais des services professionnels en analyse de la valeur pour la gestion du portefeuille de projet. Comme nous vous le mentionnions, nous avons des projets pour plusieurs centaines de millions de dollars et c'est un travail qui nous permet de juger de la pertinence, de l'importance des projets par rapport des uns aux autres pour faire les meilleurs choix stratégiques. Donc, ces articles sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 6 concernant les contrats des nouvelles voitures de métro. 6.1. Adjudication de contrat à Solmatec pour les services professionnels d'un laboratoire spécialisé pour des activités de contrôle de matériaux. 6.2. Adjudication de contrat à Automatisation Grimard pour la fourniture de contacteurs de coupons neutres. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 6.1 et 6.2 sont adoptés et vous avez une magnifique photo de contacteurs de coupons neutres qui servent donc à ralentir le train, qu'on m'a dit lorsqu'il... M. Lemay, non, pas du tout. Pardon, qui servent à isoler Qui servent à séparer la voie en plusieurs circuits et permettent de déterminer la position du train plus facilement. Merci beaucoup, M. Lemay. Faites œuvre de pédagogie aujourd'hui. J'appelle les articles, il n'y a pas d'article à la rubrique 7, il n'y a pas d'article à la rubrique 8. J'appelle les articles de la rubrique 9 sur les systèmes de pondération. 9.1. Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en maîtrise des énergies. 9.2. Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la production d'une vidéo de stratégie de ralliement dans le cadre des projets d'électrification. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. Concernant les grilles de pondération, je le rappelle aux gens, les grilles de pondération sont adoptées. Elles permettent aux comités indépendants
qui va évaluer les offres suite à un appel d'offres, de choisir donc les entreprises ou de biens ou de services qui effectueront le contrat. J'appelle les articles de la rubrique 10 concernant les règlements. 10.1, adoption du règlement R 105.8, modifiant le règlement R 105 sur les conditions de possession et d'utilisation de tout titre de transport de la STM. Je le propose. J'appuie. L'article 10.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12 concernant les parcours bus. 11. Les articles 11, excusez-moi. 11.1, mise en service de 3 lignes d'autobus express comme mesure de mitigation aux travaux de l'échangeur Turco. Je le propose avec grand plaisir. Je l'appuie. L'article 11.1 est adopté. C'est un gros projet. Vous avez les circuits donc de nouvelles lignes express qui vont desservir les arrondissements et les villes de l'ouest de l'agglomération. Oui, j'aimerais noter que ce nouveau service commence le 2 avril prochain et la STM entreprend une campagne de communication dans l'ouest de l'île pour renseigner la clientèle. Merci, M. Rotran. J'appelle les articles donc de la rubrique 12 sur les ententes et les baux. 12.1 retiré. 12.2 approbation du bail avec complexe Crémazie relativement à la location d'espace à bureau. Je le propose. Pardon. J'appuie. L'article 12.2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 13 au sujet, c'est les autres sujets. 13.1 approbation de la priorisation de maintien des actifs et d'optimisation et de développement du plan stratégique 2020 de la STM. 13.2 adoption d'une résolution de félicitations et de reconnaissance pour les prix STM 2011. Je les propose donc. Et je le second. Et pourquoi je les propose et pourquoi le vice-président les appuie, c'est que dans le cas de l'article, et ils sont adoptés par le Conseil, dans le cas de l'article 13.1, on nous pose souvent la question, les citoyens, nos clients, les élus, quelles sont les priorités de la STM? Vous les avez, elles sont numérotées, elles sont dans une colonne sur ce qu'on appelle les maintiens des actifs, remplacer nos bus, remplacer les voitures de métro, réparer le métro, et dans la colonne de droite, quand on lit le document, donc les projets de développement, tout ça est chiffré et tout ça vient en lien très étroit avec le plan 2020 qui a été adopté par le Conseil d'administration de la STM et le Conseil d'agglomération. Quant à l'article 13.2, on a fait ça l'an dernier au conseil d'administration. Vous savez, la STM, les gens sont payés, ils travaillent, ils se remercient entre eux, mais on a pris le soin l'année dernière de remercier l'équipe de la STM, l'ensemble de l'équipe, compte tenu du prix de l'APTA. Cette année, vous lirez la résolution, la STM a connu une année record, un budget équilibré, une année record historique. Nous célébrions le 150e anniversaire du transport collectif, puisque les transports collectifs ont débuté dans le Vieux-Montréal en 1861. Et beaucoup de personnes et de l'organisation se sont méritées des prix. Des individus, Maître Tremblay, qui a été reconnu par la médaille d'honneur de la Chambre des notaires. Monsieur Yves Devin, qui est le directeur général de la Société, qui a reçu le prix, la mention Fellow en ressources humaines. Donc, on a pris le soin au conseil d'administration de féliciter les gens individuellement et les prix qu'on s'est mérités. Des prix de l'ACTU, des prix de l'Association canadienne des transports publics. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. On n'est pas comme les personnages de Michel Tremblay qui font tout pour courir les concours. Mais ça fait plaisir, c'est une reconnaissance et professionnelle et du travail des gens. Et sur ce, donc, ça met fin à la réunion régulière du conseil d'administration de la STM du mercredi 1er février 2012. Merci pour votre présence. Merci.